Il y a des mots qu'on prononce sans y penser, dans la chaleur d'un salon, après le dîner, quand le vin est bon et que la maison est silencieuse. Des mots dits à voix basse, entre hommes, sur le ton de l'évidence, et qui traversent les murs, descendent les corridors, et trouvent exactement la personne qu'ils ne devaient pas trouver. Ce soir-là, Héloïse Darvaux, duchesse de Trévalon depuis 2 ans, descendait pieds nus dans le couloir du domaine chercher un livre qu'elle avait oublié dans le salon du matin. Elle entendait le parquet craquer sous ses pas. Ce parquet qu'elle cirait elle-même chaque premier lundi du mois, parce que le palefrenier avait mal au genou depuis octobre, et qu'elle n'avait pas voulu lui demander. Elle entendait la voix de son mari, Maxence de Louviers, portée par le couloir jusqu'à elle avec une clarté parfaite. Et elle s'arrêtait dans le noir, les pièces nues sur le bois froid. Et elle écoutait un homme lui apprendre en 3 mots ce que 2 ans de mariage n'avaient d'assez pas réussi à lui dire. Le salon du soir était séparé du corridor par une simple porte entr'ouverte. La voix de Maxence portait bien. Elle l'avait toujours remarqué, cette voix grave qui remplissait les pièces sans effort. « Tu étais commode, » dit Maxence. « C'est ce que je dirais. Elle ne dérange rien. » Le rire du baron de Kersain avait suivi. Bref, satisfait. Le rire d'un homme qui reconnaît une formule juste. Héloïse était restée immobile dans le couloir. Elle avait attendu qu'autre chose vienne. Une nuance, une correction, un mot de plus qui changerait le sens de ce qu'elle venait d'entendre. Rien d'autre n'était venu. Le feu craquait dans le salon. Les 2 hommes avaient parlé d'autre chose. Elle était remontée sans le livre. Dans l'escalier, ses pieds nus sur les marches de chêne faisaient le même bruit qu'à l'allée. Elle l'avait remarqué, cette continuité absurde. Le parquet qui ne savait pas que quelque chose venait de changer. Elle avait laissé la porte de sa chambre ouverte, comme chaque soir, pour que Clémence puisse entrer si elle faisait un mauvais rêve. Puis, elle s'était assise sur son lit dans le noir et elle avait gardé les yeux ouverts un long moment. Le lendemain matin, la tisane de tilleul n'était pas sur le plateau. Héloïse était descendue à l'heure habituelle, habillée, coiffée, et elle s'était assise à sa place à table. Elle avait pris du pain, du beurre, et elle avait regardé Maxence en mangeant. Il lisait une lettre du régisseur. Il avait levé les yeux une fois, dit « Bonjour » d'une voix neutre et était retourné à sa lecture. Il n'avait pas remarqué l'absence de la tasse sur le plateau. Il n'avait pas remarqué qu'elle ne s'était pas levée pour la préparer. Le 2e matin non plus. Le mot que sa mère utilisait pour son père, le docteur Darvaux, lui était revenu dans la nuit, précis, sans effort, comme s'il avait attendu là depuis toujours. Sa mère le prononçait avec une sorte de tendresse fatiguée. « Ton père est commode, on ne le remarque pas. » Le docteur Darvaux soignait tout un village depuis 20 ans. Il se levait à 3 heures du matin pour aller chez les fermiers des collines. Il connaissait le nom de chaque enfant né depuis 1840 dans un rayon de 10 lieues. Et sa femme l'appelait commode. Parce qu'il ne remplissait pas les pièces, parce qu'il ne faisait pas de bruit, parce qu'il était là comme l'est un meuble bien placé, utile et invisible. Il était mort en soignant un fermier, à 3 heures du matin, en janvier. Héloïse avait 19 ans. Le village avait cherché un autre médecin avant même que la terre soit sèche sur sa tombe. Elle mangeait son pain. Elle regardait Maxence. Elle ne disait rien. Elle était là, présente, habillée, à l'heure, mais elle avait cessé de préparer, de soigner, d'anticiper. Elle avait cessé d'être commode. Et pour l'instant, personne n'avait encore remarqué la différence. Le 3e matin, la cuisine était froide. Héloïse n'avait pas allumé le feu. Elle était assise dans le fauteuil près de la fenêtre du couloir, un livre sur les genoux, les mains tranquilles.
Madame Kervarek était entrée dans la cuisine à 6h30, avait regardé l'âtre éteint et avait allumé le feu sans un mot. Elle avait la façon particulière des femmes qui ont tout vu. Elle constatait, elle agissait, elle ne commentait pas. Clémence était entrée à 7h. 9 ans, les cheveux encore défaits de la nuit, les yeux gonflés de sommeil. Elle s'était assise à sa place habituelle, avait regardé la table, puis avait regardé Héloïse qui lisait dans le couloir. Héloïse lui avait souri. Un sourire entier, sans distance. Mais elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas préparé les tartines. Clémence avait attendu 2 minutes. Puis 5. Elle avait regardé Kervarek, qui s'occupait de la bassine sans lever les yeux. Elle avait regardé à nouveau Héloïse. Et quelque chose dans le visage de l'enfant avait changé. Pas de la tristesse, pas de la colère. Quelque chose de plus silencieux que ça. Une compréhension qui passait avant les mots. Elle s'était levée et elle était sortie sans manger. Maxence était arrivé dans la cuisine 2 minutes plus tard. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-il en s'asseyant. Kervarek posa une tasse devant lui. « Elle attendait que madame lui prépare son petit déjeuner, » dit-elle. « Comme chaque matin depuis 2 ans. » Maxence leva les yeux. « Héloïse le faisait ?»« Madame faisait tout, monsieur. » Kervarek retourna à l'âtre. « Et depuis 3 jours, madame ne fait plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Mais la maison le sait. » Maxence regarda le feu que Kervarek venait d'allumer. Il regarda la tasse qu'elle avait posée devant lui, une tasse ordinaire. Pas la tisane de tilleul qu'il trouvait chaque matin depuis 2 ans, sans jamais s'être demandé comment elle arrivait là. Il ouvrit la bouche, la referma. Il n'avait pas de questions précises à poser. Il ne savait pas encore quelle question poser. Il but son café en silence. Dans le couloir, on entendait Héloïse tourner une page. Les jours suivants, le domaine se désorganisa en détails concrets et visibles. Les fleurs de bruyère dans le vase du couloir moururent. Héloïse les avait cueillies elle-même, chaque semaine, dans les landes au bord du domaine. La bruyère bretonne qu'elle avait transplantée ici parce qu'elle lui rappelait son père et parce qu'elle tenait dans ce sol normand mieux qu'elle ne l'aurait cru. Le vase resta vide. Personne d'autre ne savait qu'il fallait le remplir, ni où pousser la bruyère, ni à quelle heure du matin la cueillir avant que la rosée soit partie. Un drap de Clémence resta froissé 2 jours. La petite dormait dedans sans se plaindre. Mais Kervarek le voyait chaque matin et ne savait pas si c'était à elle de le changer ou si l'ordre des choses avait simplement basculé. Le palefrenier attendit une visite qui ne vint pas. Héloïse passait chaque mardi vérifier son genou, changer le cataplasme, lui apporter la décoction d'arnica qu'elle préparait depuis 6 mois. Ce mardi-là, personne ne vint. Le mardi suivant non plus. Maxence remarquait chaque détail séparément, sans les relier. Il entra dans le bureau d'Héloïse un matin. Elle était assise à la fenêtre avec un volume de botanique, les jambes croisées sous elle, les cheveux remontés sans cérémonie. Elle leva les yeux quand il entra. Elle attendit. « Je sais que tu as entendu, » dit-il. Elle répondit simplement « Oui ». Il attendit qu'elle continue. Elle ne continua pas. Elle regardait son livre, pas avec ostentation, pas pour lui signifier quelque chose, simplement parce qu'elle avait dit ce qu'il y avait à dire. « C'est tout ?» demanda Maxence. Elle le regarda un instant. « C'est tout. » Il resta debout dans l'embrasure une minute entière. Il n'avait pas de réponse à ça, au silence, à l'absence de reproche, à cette façon qu'elle avait de n'avoir besoin de rien de lui, pas même d'une explication. C'était plus difficile à traverser que toute dispute qu'il aurait pu imaginer. Il sortit, il redescendit dans la cour, et c'est là que Guiomard l'attendait.
Le fermier était un homme de 50 ans, taillé comme un chêne, avec des mains qui avaient fait labourer le même champ depuis 30 ans. Il tenait son chapeau devant lui. « Monsieur le duc, dit-il, je viens vous parler du bail. »« Quel problème avec le bail ?» dit Maxence. « Pas de problème avec le bail lui-même, dit Guillaumard. C'est madame la duchesse qui m'avait convaincu de le renouveler l'an dernier, quand j'avais dans l'idée de partir pour la côte où mon fils est installé. Elle venait chaque semaine, vérifier les clôtures, regarder les bêtes, s'assurer que la haie du Nord tenait avant les tempêtes de novembre. » Il marqua une pause. « Ce mois-ci, madame n'est pas venue. Si personne ne vient avant la fin du mois, je ne renouvelle pas. » Maxence le regarda. Il n'avait pas su qu'Héloïse venait chaque semaine chez Guillaumard. Il n'avait pas su qu'elle avait convaincu le fermier de rester. Il avait cru que le bail se renouvelait de lui-même, comme il l'avait toujours fait, comme tout le reste dans cette maison. « Je viendrai cette semaine, » dit-il. Guillaumard remit son chapeau. « C'est madame que j'attendais, monsieur. Mais si c'est vous, c'est vous. » Le baron de Kersain arriva au domaine par un matin d'octobre gris et froid, la semaine suivante, comme il avait été invité à le faire avant que tout cela commence. Il descendit de son cheval dans la cour, et il vit les fleurs mortes dans le vase du couloir à travers la fenêtre ouverte. Il vit Clémence assise seule dans un coin du jardin, les genoux remontés contre la poitrine, qui regardait les feuilles tomber sans bouger. Il vit Héloïse dans le jardin également, sur le banc de pierre sous le tilleul, un livre sur les genoux, le visage levé vers le ciel gris, sereine, absolument sereine, comme une femme qui a pris une décision et qui vit dedans. Il entra dans le domaine. Il trouva Maxence dans le salon. « Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ?» demanda Kersain en s'asseyant. Maxence versa 2 verres. « Héloïse a changé. Elle ne fait plus rien. » Kersain prit son verre et le tint sans boire. « Tu as dit commode, dit-il. La semaine dernière, après le dîner. Et alors ?» Kersain le regarda. Un long silence passa entre eux. Pas le silence confortable de 2 hommes qui se comprennent, mais celui de 2 hommes dont l'un vient de nommer quelque chose que l'autre n'a pas encore regardé en face. « Elle était dans le corridor, Maxence. Je l'ai vue remonter. Tu ne l'as pas vue? Tu ne la vois jamais. C'est le problème. Et j'ai ri. C'est le mien. » Maxence posa son verre. Elle a entendu. Elle a entendu un homme qu'elle soigne depuis 2 ans la réduire à un meuble. Kersain se leva, alla à la fenêtre, regarda Héloïse sur son banc dans le jardin. Et elle a décidé de ne plus être ton meuble. La faute est partagée. Tu l'as dit, je l'ai cautionné en riant. Mais c'est ta femme qui paie. Maxence ne répondit pas. Il regardait le vase vide dans le couloir depuis le salon. Il n'avait pas remarqué que le vase était vide avant cet instant précis. Il regarda la tisane intacte sur le plateau du matin, que Kervarec avait préparée elle-même depuis 3 jours, avec du tilleul mal dosé, trop infusé, qui refroidissait sans qu'il y touche, parce que ce n'était pas la même chose. « Elle ne m'a rien dit, dit-il enfin. « Non, dit Kersain, elle t'a montré. Ce n'est pas la même chose. » Il reprit son chapeau sur le dossier du fauteuil. « Je ne resterai pas déjeuner. Ce n'est pas ma maison à réparer. » Il sortit. Maxence resta dans le salon vide. Dehors, dans le jardin, Héloïse tournait une page sans lever les yeux. 3 jours plus tard, Kervarec frappa à la porte du bureau de Maxence en début de matinée. « Clémence a de la fièvre, dit-elle. Depuis hier soir. » Maxence se leva. « Héloïse est au courant ? » ?»« Oui, monsieur. » Il trouva Héloïse dans le jardin, debout cette fois, les bras croisés sur la poitrine,
les yeux levés vers la fenêtre de la chambre de Clémence au premier étage. Elle avait entendu les pas de Maxence sur les graviers. « Clémence a de la fièvre », dit-il. Héloïse se tourna vers lui. Il vit quelque chose traverser son visage, un mouvement bref, une tension autour de la bouche qu'elle contrôla avant qu'il puisse en lire le nom. Elle fit 2 pas vers la maison, s'arrêta sur le seuil de la porte et dit sans se retourner : « Appelle le médecin du village. » Maxence envoya un domestique. Le docteur Renard arriva 2 heures plus tard. Un homme de 60 ans avec un sac usé et des lunettes cerclées de métal. Il examina Clémence, écouta sa respiration, prit sa température, palpa les ganglions sous la mâchoire. Puis il se retourna vers Maxence, qui était resté debout près de la porte. « Ce n'est pas grave, » dit le docteur Renard. « Une fièvre automnale. Compresse d'eau froide, infusion de thym et de miel, repos 2 jours. Votre femme soignait votre fille elle-même, dit-il ensuite, en rangeant ses instruments. Elle m'avait demandé les dosages en septembre de l'année dernière. Elle est venue me voir au cabinet, elle a pris des notes. Elle a posé des questions précises sur la fièvre de l'enfant, sur les antécédents depuis la mort de la première duchesse. Il referma son sac. Je n'avais pas été appelé ici depuis qu'elle est arrivée au domaine. 18 mois, monsieur. Votre maison n'avait pas besoin de médecin parce qu'elle en était un. Il repartit avec ses instructions écrites sur une feuille pliée. Maxence resta dans la chambre de Clémence. La petite était allongée sur son lit, les joues rouges, les yeux mi-clos. Elle murmura quelque chose. Il se pencha. « Héloïse, » dit Clémence. « Pas papa. Pas même dans la fièvre. Pas papa, le prénom de la duchesse, prononcé avec la confiance d'un enfant qui sait que le mot appelle quelqu'un. » Maxence s'assit dans le fauteuil au bord du lit. Il prit la main de sa fille. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire de cette nuit. La nuit fut longue. Maxence avait envoyé Kervarec se coucher à minuit. Il veillerait lui-même. Il avait préparé les compresses comme le docteur Renard l'avait indiqué. Mais il ne savait pas quelle pression exercer, ni combien de temps les laisser sur le front avant de les changer. Et elles étaient trop chaudes 2 fois sur 3 parce qu'il n'avait pas laissé l'eau refroidir assez longtemps. Il avait infusé la camomille. Il avait trouvé les sachets dans le placard de la cuisine. Mais il les avait laissés trop longtemps dans l'eau bouillante et Clémence avait grimacé à la première gorgée et refusé de boire le reste. À minuit passé, il avait changé les draps parce que la petite avait transpiré et il l'avait réveillée en le faisant. Elle avait ouvert les yeux, cherché quelqu'un dans l'obscurité et s'était rendormie sans trouver ce qu'elle cherchait. De l'autre côté du corridor, la porte de la chambre d'Héloïse était ouverte, comme chaque nuit depuis 2 ans pour Clémence. Héloïse était assise sur son lit, dans le noir, les mains posées à plat sur ses genoux. Elle écoutait. Elle entendait chaque bruit à travers la porte ouverte. Le froissement des draps, le bruit du bol posé sur la table de nuit, la voix de Maxence qui murmurait quelque chose à Clémence quand elle se réveillait. Elle entendait sa fille, car c'était ainsi qu'elle la pensait maintenant, dans l'intimité de ses propres pensées, chercher dans la fièvre un nom qui n'était pas là. Elle ne se leva pas. Elle restait assise, les mains à plat, et le coup de cette immobilité était visible dans la façon dont ses épaules montaient légèrement à chaque bruit nouveau, dans la façon dont ses doigts pressaient le tissu du couvre-lit sans en avoir l'air. Elle savait exactement ce que Maxence faisait mal de l'autre côté de ce couloir. Elle savait comment corriger chaque erreur. Elle ne bougea pas. Vers 3 heures du matin, le fils de Guillaumard frappa à la porte de service avec un mot plié. Kervarec, que rien ne réveillait vraiment.
glissa l'enveloppe sous la porte du bureau de Maxence sans le déranger. Le message était bref. Si personne ne se présentait à la ferme avant la fin du mois, Guillaumard partait pour la côte rejoindre son fils. La maison dormait autour de cette lettre sous la porte, de cet homme qui veillait mal dans la chambre d'une enfant, et de cette femme assise dans le noir, qui écoutait tout. L'aube arriva grise et froide, avec ce silence particulier des matins d'octobre, où le domaine semblait retenir son souffle. La fièvre de Clémence avait baissé dans la nuit. Maxence s'en aperçut quand il posa le dos de sa main sur le front de l'enfant vers 5 heures du matin, et sentit la chaleur moins vive sous ses doigts. Il s'était endormi dans le fauteuil, peu après, la main de Clémence dans la sienne. Et il dormait encore quand Héloïse entra dans la chambre. Elle s'arrêta sur le seuil. Elle vit les compresses maladroitement pliées sur le bord du bol, le tissu pas essoré correctement, des traces d'eau sur le plancher. Elle vit le bol de camomille trop infusé, la surface presque brune, posée sur la table de nuit avec la cuillère dedans. Elle vit les draps froissés, remis en place sans soin, un coin pendant hors du matelas. Et elle vit Maxence endormi dans le fauteuil, les vêtements de la veille, les cheveux défaits, la main de Clémence dans la sienne, avec une prise qui ne s'était pas desserrée même dans le sommeil. Clémence ouvrit les yeux. Elle regarda vers la porte. Elle vit Héloïse. « Tu es là !» dit Clémence. C'était le premier mot qu'elle prononçait en une semaine. Pas une question, une constatation, avec le soulagement simple d'un enfant qui reconnaît quelque chose de fondamental dans son monde. Héloïse traversa la chambre. Elle s'agenouilla au bord du lit et posa sa paume sur le front de Clémence. La paume entière, comme elle l'avait toujours fait, avec la précision d'une femme qui a appris à lire la fièvre à travers la peau. La chaleur avait baissé. Elle prit la main de Clémence dans la sienne. Maxence se réveilla. Il redressa la tête, cligna les yeux et vit Héloïse agenouillée au bord du lit de sa fille. Héloïse leva les yeux vers lui. « Tu as veillé, » dit-elle. Sa voix était sans reproche. « Oui. »« Mal. »« Oui, » dit Héloïse. « Mal. Les compresses c'est trop chaudes. Il faut laisser l'eau refroidir 3 minutes avant de les poser, pas une. La camomille est amère parce que tu l'as infusée trop longtemps, 5 minutes, pas davantage. Et tu l'as réveillée à minuit en changeant les draps. » Maxence la regarda. « Comment tu sais ?»« Parce que j'étais dans le corridor, » dit Héloïse. « Toute la nuit. J'ai écouté chaque bruit à travers la porte. Et je ne suis pas entré. » Un silence s'installa dans la chambre. Pas le silence du vide, mais celui de 2 personnes qui comprennent en même temps la même chose. Maxence regardait Héloïse, et pour la première fois depuis 2 semaines, elle ne détournait pas les yeux. « Pourquoi ?» dit-il enfin. Héloïse lâcha la main de Clémence un instant. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains sur ses genoux, et elle parla d'une voix calme et précise, comme si elle avait attendu depuis longtemps que quelqu'un pose cette question. « Parce que si j'étais entrée, dit-elle, demain matin tu aurais oublié que c'était moi qui avais soigné ta fille, comme tu oublies chaque matin. Héloïse. Mon père s'appelait le docteur Darvaux, dit-elle. Il soignait tout un village depuis 20 ans. Il se levait à 3 heures du matin pour aller chez les fermiers des collines, en plein hiver. Il connaissait le nom de tous leurs enfants, il savait quelle vache avait vélé et si le puits du fond était propre pour boire. Ma mère l'appelait Commode. Elle disait ça avec tendresse, je crois. Elle ne voyait pas ce que ça voulait dire. Il est mort en soignant un fermier à 3 heures du matin, en janvier. Et le village a cherché un autre médecin avant même que nous ayons fini de pleurer. Personne n'est venu à l'enterrement sauf les malades. Elle marqua une pause. Je refuse de mourir commode, Maxence. Sur le seuil, Kervarec posa le plateau du petit déjeuner sans bruit
et s'éclipsa dans le couloir. Maxence ne bougea pas du fauteuil. Il avait les yeux fixés sur les siens, et dans son visage, quelque chose travaillait. Pas la culpabilité simple d'un homme pris en faute. Quelque chose de plus profond que ça. Quelque chose qui ressemblait à la découverte tardive d'une évidence qu'on avait regardée sans la voir. Constance remplissait les pièces, dit-il enfin. Quand elle entrait dans une salle, on la voyait. Quand elle est morte, la maison était vide, vraiment vide, pas seulement silencieuse. Il chercha ses mots. Tu ne remplissais pas les pièces comme elle, mais tu les rendais vivables. La tisane le matin. Clémence qui parle, Guillaumard qui reste, le palefrenier qui marche sans boiter. Et j'avais cru que c'était naturel, comme l'air. On ne remercie pas l'air. Non, dit Héloïse. On l'appelle commode. Il n'avait pas de réponse à ça. Elle continua. Tu m'as épousé parce que je ne dérangeais rien, dit-elle. C'est vrai. Je le savais en acceptant. J'avais 36 ans. J'avais soigné mon père vieillissant pendant 10 ans. Et tu avais besoin de quelqu'un qui ne remplisse pas les pièces que Constance avait laissées vides. Je l'ai accepté. Mais 2 ans ont passé. Et le seul mot que tu as trouvé pour moi, c'est le mot de ma mère. Clémence, qui avait écouté en silence depuis son lit, leva les 2 bras, une main vers Héloïse, une main vers Maxence. Les 2 ensemble, les 2 en même temps. « Reste », dit Clémence. Pas une prière, une demande simple, directe, avec l'autorité d'un enfant qui ne comprend pas pourquoi les adultes compliquent les choses évidentes. Héloïse prit la main de Clémence. Elle regarda Maxence par-dessus la tête de l'enfant. « Oster, je ne suis pas partie, dit-elle. Je suis encore là. Tu peux voir que je suis encore là. Mais je refuse d'être la femme qui prépare ta tisane et que tu trouves commode. Si tu veux que je soigne cette maison, regarde-moi en le faisant. Chaque matin. Pas une fois par semaine quand quelque chose se casse. Chaque matin. Et ne prononce plus jamais ce mot. Je ne le prononcerai plus, dit Maxence. Héloïse le regarda sans répondre tout de suite. Ce n'était pas qu'elle ne le croyait pas. C'était qu'une promesse ne suffisait pas à défaire 2 ans. Ce n'est pas suffisant, dit-elle. Qu'est-ce qui est suffisant? Le temps, dit Héloïse. Demain tu oublieras peut-être. Après-demain aussi. Les vieilles habitudes ne meurent pas en une nuit. Mais ce soir, tu as veillé ta fille seule, pour la première fois. Tu as fait les compresses trop chaudes et la camomille trop amère, et tu es restée quand même. Elle s'arrêta. C'est un début. La main de Clémence était entre eux, pont fragile, tiède de fièvre encore. Mais là, les 2 mains adultes à 15 centimètres l'une de l'autre, de part et d'autre de la paume d'une enfant. Maxence leva les yeux vers Héloïse. Elle ne détourna pas le regard. Mais elle ne tendit pas la main. Pas encore. Le moment n'était pas à ça. Il était à autre chose, à quelque chose de plus durable qu'un geste. Sur le plateau de Kervarec, la tisane refroidissait. La chambre sentait la camomille amère et le tilleul mal dosé. Et le matin froid qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. Et quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'avait pas de nom simple, mais qui ressemblait à une maison qui recommence à respirer. Octobre avança. Clémence guérit en 2 jours, comme le docteur Renard l'avait prédit. Un matin de la semaine suivante, elle trouva Héloïse dans la cuisine en train de préparer un cataplasme pour le jardinier, qui s'était coupé la main sur la faucille. Les herbes séchées étaient étalées sur la table. Arnica, achillée, un peu de calendula, et Héloïse travaillait avec cette précision tranquille qu'elle avait héritée de son père. Les gestes sûrs, les proportions mesurées de mémoire. Clémence s'assit sur le tabouret en face d'elle et regarda. « Montre-moi comment tu fais, dit-elle.
Héloïse leva les yeux. Elle regarda la petite, les mains posées sur la table, les coudes appuyés, ce visage sérieux d'enfant qui décide d'apprendre quelque chose. Elle tendit les herbes séchées à travers la table. « Tu prends l'arnica en premier, » dit Héloïse. « Pas trop. Une pincée comme ça, tu vois la quantité dans ma main? Tu la poses dans le mortier. » Clémence prit les herbes avec application. « Et après ?»« Après, tu piles doucement. Pas pour réduire en poudre, juste pour ouvrir les fibres. Comme ça. » Elle guida les mains de l'enfant sur le pilon, montrant le mouvement circulaire, la pression juste. « Mon père m'a appris ça quand j'avais à peu près ton âge. Il disait que les plantes médicinales ne donnent pas leurs vertus si on les force. Il faut les convaincre. » « Les convaincre ?» dit Clémence, avec le scepticisme raisonnable d'une enfant de 9 ans. C'est ce qu'il disait. Héloïse sourit. Peut-être qu'il avait tort sur les plantes, mais il avait raison sur le reste. Clémence continua à piler avec soin. Dans l'embrasure de la porte de la cuisine, Maxence s'était arrêté sans faire de bruit. Il regardait, les deux têtes penchées sur le mortier, les mains de l'enfant guidées par les mains de la femme. La transmission de quelque chose qui n'avait pas de nom écrit dans un registre, mais qui passait quand même d'une génération à l'autre. Héloïse savait qu'il était là. Elle l'avait toujours su. Elle entendait ses pas sur le parquet du couloir depuis 2 ans. Elle reconnaissait le bruit particulier de ses bottes sur le bois ciré. La différence, ce matin, c'est qu'elle ne ralentit pas les gestes. Elle ne se retourna pas pour vérifier qu'il regardait. Elle continua à la même vitesse, avec la même attention. Comme si sa présence dans l'embrasure n'était pas une découverte, mais simplement quelque chose de vrai, quelque chose qui était là et pouvait rester. Kervarek passa derrière lui avec une bassine, sans commenter sa présence dans le couloir de la cuisine. Maxence resta jusqu'à ce que le cataplasme soit terminé. Le surlendemain matin, Héloïse descendit dans la cuisine à 7 heures. Le feu était allumé. Kervarek l'avait fait, comme chaque matin. Mais sur la table, à sa place habituelle, il y avait une tasse. La tisane était préparée, mal préparée. Le tilleul infusé trop peu longtemps. La couleur trop claire. Presque de l'eau chaude avec un souvenir d'herbe. Maxence était déjà parti au champ, retrouver Guillaumard. Elle avait entendu les sabots de son cheval dans la cour avant l'aube. À côté de la tasse, sur la table, il y avait un brin de bruyère, fraîche, cueillie ce matin. Les petites fleurs mauves, encore fermées dans le froid d'octobre, les feuilles couvertes de rosée. Héloïse resta debout devant la table un moment. Elle n'avait jamais dit à Maxence que la bruyère était la fleur de son père. Elle lui avait dit une fois, en passant, en septembre de l'année précédente, que la bruyère bretonne qui poussait au bord du domaine lui rappelait les landes de son enfance. Une seule fois. Une phrase en passant dans une conversation sur autre chose. Il avait retenu ça. Elle prit la tasse, s'assit, but la tisane trop claire sans la laisser refroidir. Le brin de bruyère resta sur la table devant elle. Novembre arriva avec ses matins de givre et ses lumières courtes. Ce matin-là, Héloïse descendit dans la cuisine et trouva la tisane déjà préparée, mieux préparée que la première fois. La couleur était bonne, le tilleul avait infusé le temps qu'il fallait. Elle prit la tasse, la porta à ses lèvres. Maxence était debout près de l'âtre, les bras croisés, et il la regardait avec une attention qu'il avait mis 2 ans à apprendre. Elle but. Elle posa la tasse. Elle hocha la tête lentement. « Presque, » dit-elle. Maxence s'avança d'un pas. « Presque ?»« Trop de tilleul, » dit Héloïse. « Pas assez de miel, mais presque. » Il y eut un silence. Puis Maxence sourit. Pas le sourire poli qu'il avait eu pendant 2 ans au dîner avec les voisins.
pas le sourire de façade d'un homme qui accomplit un devoir social, mais quelque chose de différent. Le sourire d'un homme qui vient d'échouer à quelque chose de simple et qui trouve ça contre toute attente, parfaitement acceptable. Qui trouve même que c'est bien d'avoir quelque chose à apprendre. Clémence entra dans la cuisine à ce moment-là, les cheveux défaits, les pieds dans ses bottines mal lacées. Elle alla droit vers la table, prit la tasse que Maxence avait préparée, but une gorgée. Elle grimaça. « C'est pas comme Héloïse », dit-elle, avec la franchise implacable de son âge. « Non », dit Maxence, « c'est comme moi. » Clémence considéra cette réponse. Elle regarda sa tasse, puis Maxence, puis Héloïse. Elle haussa les épaules avec la philosophie tranquille d'une enfant qui a décidé que les choses imparfaites ont quand même leur place dans le monde, et elle but quand même.